Parfait. Alors, bonjour à tous et bienvenue à la série de conférences Boomers brillants. Nous sommes très heureux d'avoir l'opportunité de passer l'après-midi avec vous. En 2007, le Comité d'éducation de Centre de recherche et d'études sur le vieillissement de l'Université de McGill, ou le CMEV, a commencé la série de conférences Boomers brillants pour promouvoir des mesures pratiques pour améliorer et maintenir la santé du cerveau, ainsi que promouvoir des choix de vie sains pour la génération la plus peuplée de l'histoire. Le comité d'éducation du CMEV a été créé en 1996. Les objectifs du comité sont identifier les besoins en matière de formation pour le personnel de soins de santé, les personnes âgées, les aidants naturels ainsi que le public en général et de développer des solutions qui permettent de répondre à certains de leurs besoins. Valoriser l'image du processus de vieillissement en luttant pour mettre à fin certains stéréotypes et mythes au sujet du vieillissement et finalement de diffuser de l'information au sujet sur les recherches sur le vieillissement. Travaillant auprès des personnes atteintes de troubles neurocognitifs et leurs familles depuis environ 10 ans, Maud Sigouin-Lacoste est présentement coordonnatrice des services éducatifs à la Société d'Alzheimer de Montréal. Elle œuvre dans le but d'améliorer les pratiques professionnelles dans l'accompagnement des personnes atteintes. Avant de continuer, nous voulons juste vous rappeler de couper le son sur votre microphone sur Zoom. Et si vous avez des questions, veuillez attendre la fin de la conférence ou tapez-les dans la boîte de discussion sur Zoom. Et si vos questions sont personnelles, veuillez les envoyer au courriel qui se trouve dans la boîte de discussion et nous l'envoyons à Maud. Maintenant, pour le moment que nous attendions tout, je vous présente Maud Sigouin-Lacoste avec le deuil blanc. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, comme mentionné, là, je suis à la Société Alzheimer de Montréal. Aujourd'hui, donc, le sujet, ce sera le deuil blanc. C'est un sujet qui peut être un peu lourd, peut-être aussi confrontant, difficile parfois même. Donc, je vais vraiment m'assurer de rendre ça le plus accessible possible. Puis, je vous invite à ne pas hésiter s'il y a des choses que vous voulez nommer, m'envoyer comme question après, des choses qui n'ont pas été claires, qui vous ont peut-être dérangé. Ça va être super important pour ce sujet-là. Mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de normaliser ce processus-là de deuil blanc qui est vraiment courant, de souligner l'importance pour les gens de nommer, d'explorer, de comprendre le chagrin qu'ils peuvent ressentir là, dans l'accompagnement d'une personne atteinte de troubles neurocognitifs. Je veux juste m'assurer si jamais il y a quelque chose avec le son, peut-être juste m'aviser si ça coupe, peu importe, des fois ça arrive, là, les technologies et tout ça. J'ai eu un peu de problème hier, mais je pense que ça devrait aller aujourd'hui. Donc, cet atelier-là, il se veut quand même interactif normalement, donc c'est un peu différent là, vu qu'on le fait en ligne. Donc, encore une fois, je vous invite à poser vos questions à la fin si vous en avez. Ça me fera plaisir de prendre le temps d'y répondre. Donc, la conférence, ça vise vraiment à vous aider en tant qu'aidant, si vous êtes proche aidant, à comprendre comment la perte, le chagrin peuvent vous affecter dans le rôle de proche aidant. Ça va vous fournir des informations qui sont assez précieuses là, pour aider les personnes atteintes de troubles cognitifs que vous accompagnez. On va trouver des stratégies qui seront utiles, des conseils pour la perte, le deuil, pour essayer le plus possible de développer la résilience dans ce parcours-là de proche aidant. Donc, voilà. Donc, juste un rappel, dans le fond, je vais parfois parler d'Alzheimer dans la conférence, parler de troubles cognitifs, de maladies neurodégénératives, mais juste vraiment, ça englobe vraiment les troubles cognitifs. Ça peut aussi, des fois, on pense à démence, là, à la Société Alzheimer, on essaie de ne plus utiliser ce terme-là en français, vu que c'est un peu un terme qui est un peu péjoratif, là, qui fait référence au démon, à quelqu'un de dément et tout ça. Donc, vraiment, on va utiliser le terme neurocognitif ou terme de trouble cognitif, mais je vais comme englober là, toutes ces, que ce soit la maladie d'Alzheimer ou une autre maladie apparentée. Donc, ça fait une dizaine d'années là, que je travaille auprès des personnes atteintes de leur famille. Donc, voilà, là, je pense que vous avez eu ma présentation tantôt, donc on va aller dans le sujet aujourd'hui.
Donc, on a tendance vraiment dans la vie à associer le deuil avec la mort. Donc, quand on parle quand on entend le mot deuil, ce qui nous vient en tête souvent, c'est vraiment la mort, la perte physique de quelqu'un qui décède. On pense parfois à des rituels qui ont été faits, à des funérailles, à un enterrement, tout ça. Quand on entend le mot deuil, c'est souvent ce qui nous vient. Donc, on a vraiment développé certains rituels et certaines pratiques dans notre société afin de normaliser ces processus de deuil-là, nous aider à passer aussi au travers de ces processus de deuil-là, de faire certains rituels, ça peut aider. Ça nous aide aussi parfois, ces rituels-là, à trouver le soutien dont on a besoin avec nos proches, en parlant de la personne qui est partie et tout ça. Donc, les rituels, c'est vraiment quelque chose qui nous a aidés au travers des années à passer au travers des différents deuils qu'on a vécus. Donc, le deuil, c'est quelque chose qui est universel, qui est naturel, qui est personnel et nécessaire. C'est aussi une réaction complexe à différents événements qui surviennent au cours de notre vie. Donc, le deuil, ça peut être vraiment très complexe comme formule. Là. Dans le fond, il y a des deuils lorsqu'un lien psychologique se brise avec quelque chose qui a de la valeur à nos yeux. C'est vraiment la définition d'un deuil. Tout au long de notre vie, on va vivre plusieurs deuils, certains petits, d'autres plus grands. On éprouve de la perte, de la douleur en réponse à ces deuils qu'on vit. Il y en a qui sont même positifs, des deuils qu'on va vivre dans notre vie, que ce soit parfois un changement de travail. On peut faire le deuil d'une vie sans enfant quand on débute une famille. Ça peut faire partie des deuils qui vont être plus associés à quelque chose de positif normalement. Donc, tous les deuils au courant de la vie vont être très personnels. Puis c'est important de se rappeler qu'il n'y a pas une personne qui va vivre les mêmes deuils de la même façon. Ça va être vécu de façon très différente par rapport à notre personnalité, par rapport à notre historique, par rapport à notre résilience, par rapport au moment où on se trouve dans notre vie, par rapport à plein de facteurs. Ça va être vraiment quelque chose de différent et personnel. Le deuil blanc, qu'est-ce que c'est? En anglais, on l'appelle le ambiguous loss. Puis parfois, je trouve que ça veut plus, c'est un peu plus concret comme terme. Ambiguous loss, ça veut dire que c'est ambigu. Le deuil blanc, c'est vraiment parce que la personne qu'on accompagne est présente, mais on la sent absente à la fois. C'est un type de perte qu'on ressent vraiment quand on atteint une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle est physiquement présente, mais peut être mentalement, émotionnellement pas présente de la même façon qu'elle était avant. On va sentir que la personne est différente. Puis là, je trouve vraiment important de mentionner là, dès le départ que malgré le fait que la personne atteinte, on voir qu'elle est différente, je veux vraiment qu'on se rappelle ensemble, par contre, qu'indépendamment de ses capacités, ou peu importe, va toujours avoir un noyau d'elle qui va être présente tout au long de la maladie. Aujourd'hui, je vais peut-être un peu moins en parler, mais parce que je veux vraiment focusser sur le deuil que le proche aidant va vivre. Mais c'est important de se rappeler que la personne, on va toujours avoir accès à une partie d'elle tout au long de la maladie, à tous les stades de la maladie. On le voit dans nos services qu'on offre à la personne. On réussit à connaître la personnalité de la personne malgré la maladie d'Alzheimer. Mais par contre, pour le proche aidant, ça va être un deuil. Il y a beaucoup de pertes à vivre, malgré le fait que la personne reste quand même présente et elle-même tout au long de la maladie d'une certaine façon. Le deuil blanc, on le dit deuil blanc, qui est différent d'un deuil associé à la mort, en fait, parce que la résolution n'est pas possible tant que la personne sera toujours présente physiquement. Le deuil ne sera pas terminé tant que la personne sera encore présente. Cette ambiguïté-là, les sentiments que ça apporte, ça peut être difficile, mais le deuil blanc, c'est une expérience qui est quand même commune et qui est attendue
de la part d'un proche aidant atteint un proche aidant qui accompagne une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. C'est un processus qui est très répandu, qui va se vivre à différents degrés, selon le degré de relation qu'on a avec la personne, selon, encore une fois, l'endroit où on se situe dans la vie, les épreuves qu'on a vécues dans la vie, peu importe, il y a beaucoup de choses qui vont différer le niveau d'intensité de ce deuil-là, mais le processus de deuil va quand même se passer si on accompagne cette personne-là. On parle de ce deuil-là vraiment dans un contexte d'accompagnement d'une personne atteinte, mais le deuil blanc, on va le vivre dans différentes situations de la vie. C'est vraiment un deuil qui est une réponse à des situations où la personne peut être physiquement absente, mais physiquement présente, mais psychologiquement absente. Donc, on peut parler des divorces. C'est un deuil qu'on va faire, mais la personne va toujours être présente dans notre vie. L'immigration aussi, ça peut être quelque chose comme ça. Des fois, des parents ou de la famille, quand quelqu'un est disparu puis il n'y a pas de résolution, c'est vraiment un deuil qui est dit blanc parce qu'il n'y a pas de résolution qui est possible tant qu'on n'aura pas exactement la fin de cette période-là. Oh, pardon. Je ne savais pas que ça faisait ça. OK. C'est bon. Donc, les deuils de la maladie d'Alzheimer sont souvent nombreux, souvent ambigus. La personne est toujours présente, mais plus comme avant. Voilà. Tous les deuils que vit le proche aidant ajoutent vraiment un élément de complexité à son accompagnement aussi parce que ça va demander une adaptation constante. Ça peut ajouter à la confusion aussi de ce qu'on ressent. Parce qu'il y a plusieurs étapes qui vont arriver durant la maladie, puis il y a souvent des émotions qui vont se contredire entre eux. Je vais ressentir beaucoup d'amour, beaucoup d'affection pour la personne que j'accompagne, mais d'un autre côté, je vais ressentir beaucoup de tristesse, de frustration par rapport à la maladie, puis tout ça, ça essaie de cohabiter ensemble. C'est très difficile parfois de vraiment mettre des mots sur ce qu'on ressent parce que c'est très contradictoire et très ambigu. On va essayer de départager ça un peu aujourd'hui. Puis ce sentiment de deuil-là, de grand chagrin, il n'est souvent pas reconnu nécessairement des autres personnes, des milieux de soins de santé, des équipes là, qui accompagnent les personnes atteintes d'Alzheimer. Mais c'est vraiment important d'avoir un souci de ce processus de deuil-là que le proche aidant vit pour pouvoir mieux les accompagner et mieux comprendre la personne qu'on accompagne, nous, en tant que professionnels. Est-ce que ça va pour ça? Je suis comme, c'est différent de donner des conférences en personne ou en Zoom. Là. Je ne vois pas votre non-verbal tant que ça. Je ne vois pas beaucoup de personnes, donc c'est ça. Ça va bien. OK. Bon, merci. Ouais. Donc, le deuil blanc, ça va vraiment, il va y avoir différents petits deuils qu'on va vivre tout au long de la maladie. Donc, on peut en nommer quelques-uns ensemble, mais la constatation des symptômes, c'est sûr que ça va avoir un impact sur notre morale. Quand on constate qu'il y a des symptômes qui arrivent, qui sont plus présents de la personne atteinte, c'est extrêmement difficile pour le proche aidant de constater ça. D'être aussi parfois le seul à le constater, parce que la personne atteinte ne sera peut-être pas nécessairement en mesure d'avoir le même observation, d'avoir la même introspection que le proche aidant, donc ne pourra pas accompagner le proche aidant dans ça. Des fois, j'aime faire un peu un parallèle ou une différence un peu quand c'est vraiment une maladie qui est neurodégénérative. Ça va être vraiment différent que si on accompagne un proche aidant une personne qui est atteinte de troubles physiques, par exemple, qui a accès encore à toutes ses facultés intellectuelles, parce que quand on accompagne quelqu'un qui est malade, c'est déjà difficile de voir cette personne-là perdre des facultés physiques, mais on peut en parler ensemble, on peut trouver des façons, on peut parler de nos difficultés, mais avec une personne atteinte, parfois ça, c'est plus possible à un certain point de la maladie, puis ça amène un grand sentiment de solitude pour le proche aidant. Le diagnostic, c'est également un grand choc, un deuil qu'on doit vivre aussi. Les plans à venir, quand on est un couple, parfois on avait des plans de retraite, des plans de voyage. Ça, il faut les revisiter souvent. La perte accrue de mémoire, de fonctions cognitives qu'on observe.
des fois la perte du permis de conduire, ne pas pouvoir sortir seul, des fois ça arrive, donc ça peut devenir également un deuil, évidemment. Changement dans le cercle d'amis, des fois il y a des amis avec qui on va se sentir plus à l'aise de vivre cette période-là, d'autres non. Donc il y a peut-être un isolement aussi qui va se faire, donc un deuil de la vie sociale qu'on avait avant, besoin de soins personnels, besoin de répit. Le changement de rôle aussi, on va parler de ça beaucoup quand on accompagne un parent qui est atteint de maladie, mais c'est sûr que le changement de rôle, des fois, on a l'impression que maintenant, c'est nous qui prenons soin complètement de nos parents, quand avant, c'était plutôt l'inverse, où il y avait du moins un échange. Ce changement de rôle-là va s'accompagner d'un deuil aussi. Il y a des déménagements, ça aussi, CHSLD, tout ça, quand on arrive au point de décider de trouver un nouvel hébergement pour la personne qu'on accompagne, bien évidemment, il va y avoir un deuil qui va accompagner ça. Des fois, ça peut arriver qu'on ne se sent plus reconnu par son proche. Là, je dis ne plus être reconnu par son proche parce que j'aime mettre une nuance là, parce que je suis pas mal convaincue puis il y a beaucoup d'études qui démontrent ça, mais que la personne va toujours avoir une certaine reconnaissance émotive de ses proches. Fait que je fais attention quand je dis ne plus être reconnue, là, donc il y a une reconnaissance émotive qui sera présente, mais quand même, pour le proche aidant, ça peut être difficile que la personne soit plus capable de mettre des mots là-dessus, soit plus capable de le démontrer, que ce soit avec son non-verbal ou le verbal. Les soins palliatifs aussi, ça fait partie du processus. Puis l'adaptation aussi à la perte du rôle d'aidant. Ça devient quelque chose de très présent, le rôle de proche aidant, puis quand la personne décède, bien, c'est un autre deuil à faire. Là, c'est quand même beaucoup d'éléments qui peuvent happer un peu là, quand on les nomme toutes comme ça, une à la suite de l'autre. Mais encore une fois, c'est vraiment pour normaliser, pour nommer les trucs, puis s'assurer qu'on ait vraiment la bonne vision d'ensemble. Il y a beaucoup des questions aussi qui vont arriver dans ce deuil-là, de l'anticipation de certains deuils aussi. Est-ce que je vais pouvoir encore profiter de ce genre d'activité pendant un an? Le fait que la maladie soit dégénérative va faire en sorte que ces questions-là vont être constantes. Vont faire en sorte que le proche aidant va se questionner par rapport à quand est-ce que ça va changer? Quand est-ce que je vais devoir encore m'adapter à un autre symptôme? Ça aussi, c'est présent, ça pèse pour la personne. Donc, cette douleur-là est souvent aggravée aussi par le fait par la nature fluctuante de la condition, le fait qu'elle va changer, se modifier. Il y a des jours aussi, c'est sûr que ça va se modifier dans les années, mais ça va aussi se modifier dans les journées. Il y a des journées qui seront plus faciles, d'autres journées qui vont être moins faciles aussi avec la personne atteinte parce que les symptômes ne seront pas vécus de la même façon à tous les jours. Donc, je vais vous lire juste une citation. Je sais que vous l'avez, mais je vais la lire. La notion de deuil blanc m'a aidé à comprendre ce qui se passait. Je suis encore mariée à ma femme, je l'aime, mais je ne vis pas avec elle. Je l'ai toujours adorée et j'ai toujours les mêmes sentiments à son égard. On s'occupe d'elle et le fait de l'avoir perdu me pèse énormément. Le deuil blanc est très exactement ce que je ressens. Souvent, les gens ne vont pas nécessairement mentionner qu'ils se sentent plus attachés à la personne. Pas du tout. C'est pas ça. C'est vraiment que c'est un changement qui se crée, que justement, c'est un deuil qui s'enclenche, même si la personne est toujours présente. On peut dire que le deuil blanc va un peu compliquer la douleur parce que quand on perd une personne qui décède, c'est sûr que c'est extrêmement douloureux aussi. Mais il y a une situation qui ne changera pas. Une situation qui va faire en sorte qu'on va s'habituer à cette situation-là parce qu'elle ne changera pas. Donc, il y a un processus qui va s'enclencher de deuil qui est plus régulier. Avec la personne atteinte, on va enclencher un processus de deuil, mais il va être constamment en constante évolution, en constante adaptation. Ça peut être difficile aussi de reconnaître ce chagrin-là, cette perte-là, parce que la personne est là. Même si on sait que c'est des périodes difficiles, on ne va pas nécessairement associer période difficile à deuil. Mais pourtant, quand on accompagne une personne atteinte, c'est vraiment ce qui se produit. La famille, les amis ne peuvent pas nécessairement reconnaître l'intensité de ces deuils-là parce qu'ils ne sont peut-être nécessairement pas aussi proches de la personne atteinte que vous accompagnez.
ça va être vraiment important de pouvoir laisser place à justement ce chagrin-là pour éviter que le deuil gèle, comme on dit. Là. Quand un deuil gèle, ça va faire en sorte qu'il va y avoir des conséquences peut-être un peu plus graves sur le stress et tout ça. Donc, puis des fois, le deuil, on va le mettre en attente aussi. Ça va faire en sorte peut-être de façon un peu plus forte, plus présente, plus difficile à laisser de côté à un certain point. Donc, c'est important de se permettre d'avoir la peine comme un vrai deuil. Je ne dis pas que ce n'est pas un vrai deuil, mais comme un deuil qu'on connaît, puis de reprendre certaines activités aussi pour pouvoir aller cheminer vers quelque chose d'un peu plus positif. Voilà, juste m'assurer que je n'ai rien oublié. C'est ça. Reconnaître aussi les sentiments qu'on vit, les sentiments qui sont ambigus. Ça va être important de pouvoir les nommer. Donc, de pouvoir dire, bien, aujourd'hui, vraiment, je me sens très... je ressens beaucoup d'amour pour la personne que j'accompagne, mais en même temps, je ressens énormément de tristesse par rapport à tout ce qui arrive, puis je trouve ça difficile. Il y a même aussi parfois des sentiments d'obligation, de responsabilité, de perte de liberté qui vont s'associer aussi à tous les sentiments positifs comme d'amour, d'affection, de respect, d'admiration qu'on a eu pour cette personne puis qu'on a toujours. Mais par contre, ça va s'accompagner souvent d'un rôle qui est très soutenant pour la personne atteinte. Et pour le proche aidant, bien ça, évidemment, ce sera difficile de retrouver ce soutien-là qu'il y avait peut-être avec la personne atteinte. À quoi peut ressembler le deuil? Bien, il peut ressembler à différentes choses, comme j'ai mentionné, par rapport à nos mécanismes de protection qu'on a eu dans notre vie, par rapport à la façon dont on a appris à vivre les événements difficiles dans notre vie aussi. Donc, c'est sûr que ça va s'accompagner souvent de tristesse, de colère, de fatigue, d'ambivalence. On revient un peu avec les sentiments ambigus, mais de vraiment être capable de nommer ce qu'on ressent, ça va peut-être être difficile. Des fois, on sait qu'on vit un inconfort émotionnel, mais de mettre les mots sur ce qui se passe, ça va être difficile. La culpabilité, ça, quand on est proche aidant, la culpabilité accompagne beaucoup. Puis je fais un petit aparté par rapport à la culpabilité, mais il y a comme un cycle de culpabilité aussi qu'on va parfois intégrer en tant que proche aidant. Par exemple, si je ressens vraiment le besoin de passer du temps, par exemple, avec des amis, sans mon proche. Déjà, de ressentir ça, il peut y avoir une culpabilité qui s'installe. Puis là, je vais peut-être faire appel à mes enfants pour m'aider pour accompagner mon proche pendant que je serai absente. Peut-être que ça ne se passera pas exactement comme je le voulais ou comme je m'y attendais ou ce n'est pas l'expérience la plus positive. Donc là, la culpabilité que j'avais va grandir encore plus. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on a un sentiment de culpabilité? Je vous invite à faire l'exercice la prochaine fois que vous ressentirez un sentiment de culpabilité, que ce soit dans un rôle de proche aidant ou autre. Quand on ressent ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on veut essayer de la taire, cette culpabilité-là. Puis comment on va faire? Bien, on va faire quelque chose de plus, en faire plus que d'habitude, pour essayer de valoriser notre sentiment de « Eh mon Dieu, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû. Donc là, je me sens coupable. Je vais en faire plus, je vais en faire plus, je vais en faire plus. Mais qu'est-ce que ça apporte, ça? Ça apporte une plus grande fatigue. Puis là, ça apporte le fait que j'ai encore plus besoin de repos, de me reculer de tout ça. Donc, ce que ça fait, c'est que la culpabilité est encore plus grande. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Fait que vous voyez le cycle qui peut s'installer en tant que proche aidant. Fait que quand on reconnaît cette culpabilité-là, il faut essayer c'est impossible qu'elle s'en aille. La culpabilité, elle va être présente, mais souvent pas à la bonne place. Donc, ça va être de la replacer un peu plus, de la remettre à un endroit où, ben là, je me sens coupable parce que vraiment, je me sens impuissante par rapport à la maladie. Ça ne m'appartient pas nécessairement à moi, mais je le ressens, cette culpabilité-là. Donc, de réussir à décoder ça, ça peut aider. L'impuissance qu'on va ressentir, parfois même ça va aller par le déni, ce deuil-là, se sentir dépassé, problème de sommeil, changement dans la nutrition. Il y a même parfois qu'on va avoir des regains d'énergie. C'est vraiment unique à chaque personne. C'est important de distinguer là, vraiment le stress qui va être vécu par rapport à la maladie, par rapport au rôle de proche aidant, puis l'impact psychologique des deuils à répétition.
Puis c'est important aussi de mentionner que vraiment dans les interventions auprès des proches aidants, traditionnellement, là, ce qui avait été vraiment recherché, c'était plutôt le travail sur le stress et le fardeau que représentaient les tâches d'un proche aidant. Par contre, de plus en plus, là, on essaie de démontrer l'impact émotionnel des pertes subies par la personne, par leur entourage, pendant le cheminement de la maladie. C'est super important d'avoir un accent, une attention au cheminement émotionnel du proche aidant aussi. Mais c'est sûr qu'on peut constater, bien évidemment, que le deuil, le chagrin va contribuer au stress de l'aidant. Donc, vraiment, on doit mettre l'accent sur explorer le deuil, comprendre le deuil, puis reconnaître, puis surtout chercher un soutien pour faire face au processus de deuil. Donc, le deuil blanc, là, on a parlé de à quoi peuvent ressembler les deuils. C'est sûr que le deuil blanc peut s'inscrire dans ces types de deuil-là, mais aussi le deuil blanc, par sa particularité, va plutôt ressembler à de la confusion. On va peut-être être paralysé par la situation. On ne saura pas nécessairement comment agir, comment nous adapter. On peut ressentir une difficulté à résoudre des problèmes. Parce que c'est vraiment difficile de savoir, de comprendre si le problème est temporaire ou permanent. Donc, on va faire face, par exemple, à un symptôme de la maladie, puis on va peut-être se dire, peut-être qu'à la fin de la semaine, ce sera terminé, puis j'aurai mis en place des trucs qui ne seront pas nécessairement utiles. Ce n'est pas une situation qui va être figée dans le temps. Donc, l'incapacité de prendre action pour trouver des solutions va être présente dans le deuil blanc. C'est difficile à gérer puis à surmonter parce qu'il n'y a pas de coutumes, de rituels comme ceux qui accompagnent une personne et une famille suite à un décès. C'est un deuil qui n'est pas nécessairement validé non plus, puis on sait que quand on vit quelque chose qui n'est pas validé, ça augmente la difficulté de ce deuil-là. Ça semble évidemment injuste ce qu'on vit, puis ça peut durer on ne sait pas combien de temps. Puis ça aussi, ça ajoute à l'incertitude, puis ça peut ajouter aussi à l'épuisement de ne pas savoir ce qui s'en vient, de ne pas pouvoir prévoir ce qui s'en vient. C'est aussi la différence qu'il va faire avec un deuil d'une personne décédée, c'est qu'on sait à quoi s'attendre, on sait qu'est-ce qui est arrivé, contrairement au deuil blanc où c'est pas possible. Ça va. Donc, l'important vraiment, là, ça va être de le reconnaître et de le normaliser. Le fait de reconnaître ses sentiments, de comprendre les concepts du deuil blanc peut aider, évidemment, à diminuer les effets. Donc, il y aurait comme 3 choses super importantes. Ça serait de le nommer, le normaliser aussi et le valider. Donc, comment on fait ça? Bien, c'est sûr qu'il faut connaître qu'est-ce que c'est le deuil blanc. Puis souvent, les proches aidants qui découvrent qu'est-ce que c'est, comment, mon Dieu, finalement, je sais ce que je vivais, je ne suis pas seule, je peux mettre un mot sur ce que je vis aussi, ça va faire une grande différence. Le normaliser aussi pour essayer, du moins, de diminuer cette culpabilité-là qui nous habite par rapport aux sentiments ambigus qu'on va vivre par rapport à ça. Puis le valider, mais c'est sûr, comment on va faire pour le valider, c'est d'en parler. C'est d'en parler avec, que ce soit des fournisseurs de soins de santé, bien sûr, à la Société Alzheimer, si vous avez accès, c'est possible de rencontrer quelqu'un pour en parler, d'autres personnes qui vivent la même réalité, d'autres proches aidants qui vivent la même chose aussi, ça va nous aider à valider ce qu'on vit. On va parler aussi d'un réseau là, psychologique. Ou certainement, ça peut être un réseau professionnel, comme justement rencontrer, que ce soit un psychologue, un thérapeute, peu importe, pour nous aider à traverser ce deuil-là. Mais vraiment, pour s'en créer un aussi dans notre entourage à nous, que ce soit des amis avec qui on sait qu'on va pouvoir mentionner ça sans se faire juger. Notre famille aussi, on peut trouver des gens qui sont peut-être plus clés, qu'on sait que quand on vit des choses difficiles sur le plan émotionnel, ces gens-là sont plus aptes à recevoir ça. Mais je pense que c'est important en tant que proche aidant de se questionner sur vers qui je vais dans telle situation. Puis dans une situation où je me sens très endeuillée, bien, c'est important d'avoir des noms qui nous viennent en tête pour éviter aussi la solitude.
Sans quoi, si on ne fait pas ces trois trucs-là, là, donc de nommer, de normaliser, de valider, mais c'est sûr qu'il y a un risque de deuil gelé qu'on appelle frozen grief. Donc, quand quelqu'un ne fait pas le processus de deuil, bien évidemment, il va y avoir des conséquences peut-être plus à long terme par rapport au stress, par rapport à la fatigue, par rapport à difficultés de concentration, difficultés à entreprendre de nouveaux projets. C'est important de pouvoir aider à entreprendre ce processus-là. La personne atteinte est encore là. En parler peut atténuer la souffrance de la personne atteinte de la maladie. Surtout dans les premiers stades de la maladie, la personne atteinte va également vivre un deuil lent. Parce qu'elle aussi, il y aura de l'ambiguïté dans ce qu'elle ressent. C'est pas un peu par rapport aux mêmes raisons là, de la maladie. Oui, c'est ça. Puis en fait, il y a des endroits aussi où les personnes atteintes peuvent avoir un espace pour pouvoir parler de ça aussi. On va voir aussi des fois des personnes atteintes qu'on va rencontrer qui vont nous dire, ben moi j'ai peur de beaucoup de choses, mais je ne suis pas nécessairement à l'aise ou confortable d'en parler avec mon entourage à moi parce que je ne veux pas les inquiéter encore plus que je les inquiète. Donc, il y a comme un fardeau de protéger l'entourage aussi quand il y a un diagnostic qui vient. Mais les personnes atteintes ont effectivement besoin de verbaliser toutes ces pertes-là, toutes ces peurs-là qu'ils ont. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Il y a aussi des groupes de soutien qui existent pour les proches aidants. Pour les personnes atteintes, mais aussi pour les proches aidants, on y reviendra. Mais pour les personnes atteintes qui ont reçu un diagnostic puis qui voudraient en parler avec d'autres personnes qui vivent la même chose. Souvent, ce qui va arriver aussi, c'est que les proches aidants vont avoir peut-être plus facilité ou accès à aller trouver des ressources pour s'entourer de gens qui vivent des choses similaires. Et pour les personnes atteintes, ça va être un peu plus difficile d'avoir accès à ça. Donc, la Société Alzheimer peut vous aider à trouver des ressources aussi pour la personne qui est atteinte. Donc, de normaliser leurs émotions aussi, c'est tout à fait normal. Savoir qu'ils ne sont pas seuls, ça facilite l'acceptation de ça. Puis ça va aider aussi à parler une fois que j'ai nommé mes peurs, une fois que j'ai nommé que je trouvais extrêmement difficile, que je me sentais déprimée, peu importe, ça va faciliter aussi le fait que je peux prendre action sur ce que je trouve important. Une fois qu'on a mis la table, une fois qu'on a nommé, mais là, vraiment, je peux peut-être exprimer davantage qu'est-ce que je souhaiterais pour mon parcours en tant que personne atteinte. Donc, de pouvoir nommer les souhaits sur la vie que la personne veut mener avec le trouble de santé cognitive. Vraiment, ça va être plus possible dans les premiers stades de la maladie. Donc, la personne sera peut-être plus en mesure de nommer ces pertes-là, de nommer le sentiment de deuil qui l'afflige, mais une fois que la maladie progresse, c'est pas parce que la personne n'est plus nécessairement en mesure de le verbaliser ou souvent, la personne va quand même ressentir un certain inconfort, va savoir que quelque chose ne fonctionne pas. Puis ça, c'est tout aussi important de laisser de la place pour la personne pour qu'elle puisse exprimer ça de quelque façon que ce soit, pour l'aider à cheminer aussi dans ce deuil-là. Je vais juste regarder. C'est bon. OK. Donc, les deuils associés à la maladie sont malheureusement continus aussi. Donc, puis, paradoxalement, l'adaptation vient lorsqu'on se laisse aller à ressentir la douleur au lieu d'éviter ou de nier son chagrin. Ça prend vraiment un équilibre entre réussir à sortir de la maison, à changer les idées, tout ça, mais se garder aussi un espace pour vraiment se donner le temps, le droit d'avoir de la peine. Ça semble simple, mais souvent, on oublie cette partie-là, vraiment beaucoup. Voilà. Par les autres, la famille, les amis, la famille psychologique, j'en ai parlé. Les groupes de soutien, il y a des groupes de soutien pour les proches aidants aussi qui accompagnent les personnes atteintes de la maladie. Ça peut vraiment aider de connecter avec des gens qui vivent des choses similaires. Il y a des conseillers, conseillères qui sont à la société qui font vraiment des rencontres individuelles avec les proches aidants pour vraiment plus focusser sur le parcours de la personne en particulier puis de l'aider à pouvoir nommer ce qui se passe avec. La pensée paradoxale,
Donc, la pensée paradoxale fait partie du deuil blanc aussi. Donc, il y a comme beaucoup de paradoxes qui vont être présents pendant le deuil blanc. Combien de fois on a entendu, ou j'ai entendu, je dois accepter que c'est plus ma mère. Je comprends la phrase, je comprends tout ça, mais il y a une partie qui rend ça difficile parce que c'est toujours, en fait, votre mère. C'est toujours votre parent, c'est toujours votre conjoint. Cette personne-là, le lien est toujours là, mais effectivement, il est différent. Mais c'est sûr que ce n'est pas votre même maman que vous avez connue. Donc, c'est assez confus comme pensée, en fait. Donc, c'est un paradoxe qui est profond et tout ça. Évidemment, des fois, on peut se sentir marié à cette personne. En même temps, on ne reconnaît plus nécessairement cette personne-là aussi. Donc, ça nous amène un certain recul, on a envie de s'éloigner un petit peu parce qu'on ne se sent plus nécessairement bien. Mais en même temps, on se sent marié à la personne qu'on avait. C'est vraiment des pensées paradoxales. Mais une fois qu'on a réussi à se dire que présentement, je suis en train de vivre une pensée paradoxale, bien, on peut essayer de la recadrer un petit peu plus. Puis des fois aussi, ça peut aider de se donner des moments, de se donner de l'espace vraiment pour essayer de penser à qu'est-ce qui me reconnecte encore à cette personne-là. Ça peut être différent, mais ça peut être des choses qui restent encore. Je vais vous lire une autre citation, mais c'est un aidant qui disait, une aidante en fait, elle disait c'est paradoxal. Certaines choses ont disparu et d'autres non. Alors j'ai commencé par chercher ce qu'il restait de ma mère. Elle a gardé son sens de l'humour et je peux encore rire avec elle. Il lui reste des émotions, alors je me concentre sur l'aspect émotionnel de l'événement parce que je sais que cela va l'interpeller. Elle a peut-être oublié mon nom, mais elle sait qui je suis. Ça, je trouve ça vraiment intéressant comme citation parce qu'effectivement, c'est ce qu'on va amener aussi les proches aidants à réussir à faire. Une fois qu'on sait qu'on a de la difficulté à rester connecté à la personne, bien, on va essayer de trouver ensemble qu'est-ce qui reste encore, qu'est-ce qui anime la personne atteinte puis nous anime nous aussi. Des fois, ça va être... des fois, il y a des proches aidants qui vont dire, ben, tu sais, on ne vivait plus nécessairement de moments de qualité ensemble. On était plus dans la tâche, tout ça. Mais je pense à une proche aidante, par exemple, qui disait que son mari aimait encore beaucoup danser. Puis il se faisait elle se faisait un devoir que le samedi soir, bien, il se faisait un souper, puis après ça, ils dansaient un petit peu ensemble. Mais ça lui permettait de reconnecter à des émotions positives aussi qu'elle avait vécues avec lui. Ça permettait aussi à monsieur de vivre une émotion positive, un rôle qu'il aimait probablement de danser avec sa femme dans sa vie. Puis il avait réussi à justement revivre ça un peu ensemble. Des fois aussi pour la personne atteinte, puis pour le proche aidant, on va être plus focusé sur les pertes, évidemment, de la personne parce qu'on est en processus de deuil aussi. Donc, c'est sûr qu'on va remarquer les pertes davantage, mais c'est important de se donner des moments, si c'est disponible, pour vraiment se demander qu'est-ce qui va bien encore avec la personne. Donc, puis quand on a accès à ça, bien là, on peut peut-être essayer de faire revivre ça plus. Des fois, vraiment, il faut s'asseoir, puis quand c'est disponible, bien évidemment, là, des fois, on est vraiment dans une émotion qui est plus négative dans la journée, puis il faut l'accepter, mais des journées où c'est plus disponible, on va s'asseoir, on va essayer de penser à qu'est-ce qui va bien avec mon proche, qu'est-ce qui nous rassemblait ensemble, puis qu'est-ce que je pourrais encore faire pour essayer de garder contact avec ce noyau de cette personne-là qui est toujours présent, comme on a dit au début. Des fois, nos parents nous ont conseillé pour différentes choses dans la vie, puis avec la maladie, mais on n'est plus porté à leur demander conseil par rapport à ça. Mais des fois, juste de se confier à son parent, d'avoir des discussions, de lui demander son avis, si c'est possible, bien, ça va aider la personne atteinte, évidemment, à se sentir utile, mais nous aussi, ça va nous aider à reconnecter un peu avec ce qui nous connectait avant. Puis ça, évidemment, ça va être en constante évolution tout au long de la maladie. Peut-être qu'à un certain point, ça va être certaines chansons qui vont nous aider à reconnecter ensemble, puis avoir accès à cette connexion-là. Bien sûr, ça ne va pas faire en sorte que le deuil va s'évaporer, mais ça va faire en sorte peut-être d'apaiser certains moments de deuil, de rendre ça plus, je ne veux pas dire positif, mais plus apaisant. C'est mieux dit, apaisant. Je vais juste bouger ma petite photo. OK. Pardon.
Donc, c'est ce que je nommais un peu, mais de trouver des nouvelles façons d'être en contact avec la personne atteinte, avec l'évolution de la maladie. Que ce soit avec humour, avec la musique, avec le toucher, avec l'art, avec la réminiscence. La réminiscence, c'est vraiment de pouvoir se rappeler d'anciens souvenirs, de pouvoir parler d'anciens souvenirs plus lointains. Donc, des fois, ça peut être avec une odeur. Des fois, on sait que si la personne, je ne sais pas, elle adorait prendre un bain avec des essences de lavande, ben on peut ressortir ça et créer un moment de relaxation. On va essayer de trouver des choses qui vont lui rappeler des anciens souvenirs. Le temps des pommes, faire sentir une bonne tarte aux pommes, ça peut ramener des bons souvenirs, ça peut aider les gens à reconnecter ensemble. Ça, excusez-moi, c'est problème. Stratégie de vie malgré le deuil et le chagrin. Donc, d'essayer de réfléchir à certains deuils qu'on a vécu au courant de notre vie, ça peut nous aider à trouver des éléments qui nous avaient aidés quand on avait vécu certaines situations-là. Donc, d'avoir recours à ce que nous, on avait réussi à mettre en place. Ça peut aider. Rester en contact avec ce qu'on ressent, mais rester en contact avec les autres aussi. Il y a beaucoup de proches aidants qu'on va remarquer qu'il y a un sentiment d'isolement qui se crée, mais on va essayer le plus possible d'éviter ça, de rester en contact, même si on n'a pas toujours l'énergie pour le faire, même si on n'a pas toujours l'envie de le faire, de peut-être le mentionner à son entourage que là, présentement, là, je trouve ça difficile de prendre l'initiative pour vous parler, mais j'ai besoin de vous encore. T'sais. Peut-être de le mentionner que là, vous n'êtes plus capable de prendre le rôle de la personne qui fait l'initiative, ça peut aider. De veiller à vos propres besoins aussi. On sait qu'en tant que proche aidant, évidemment, on essaie beaucoup de répondre aux besoins de la personne atteinte parce que c'est pas mal notre rôle d'aider à pallier à ces pertes-là, mais il faut continuer à veiller à nos propres besoins, à notre santé. De dire aussi à vos parents, à vos amis comment ils pourraient vous aider. Ça, des fois, les gens, ils voudraient aider, mais ils ne savent pas nécessairement qu'est-ce qui aiderait. Peut-être juste un coup de fil, ça va aider. Peut-être de venir passer du temps avec votre proche pour vous donner un peu de temps pour vous, ça peut aider aussi. Mais de nommer ces attentes-là, ça peut faire une différence aussi dans la façon dont les gens vont pouvoir répondre. Parfois, notre besoin semble tellement clair que là, j'ai vraiment besoin de temps pour moi. Puis on se dit, mais il me semble que les gens autour doivent le savoir, mais des fois, ce n'est pas toujours le cas. On est mieux de le nommer le plus possible. Solliciter de l'aide, ça revient un peu au même, mais on l'a mis en différentes phrases pour que ce soit bien clair. C'est important. Donner des conseils aussi aux gens. Tu sais, des fois, on se dit, ben là, je voudrais que la personne vienne m'aider, mais je n'ai pas envie qu'elle le fasse de sa façon, je voudrais qu'elle le fasse de ma façon. Bien, faut nommer nos attentes aussi. Exprimer votre deuil par l'art, ça peut être aussi une façon de le faire, que ce soit par la musique, l'art plastique. Puis reconnaître et valoriser votre croissance personnelle à vous par rapport à tout ça. Renforcer la résilience. Pour renforcer la résilience, il faut prendre soin de vos propres besoins physiques, émotionnels, sociaux et spirituels. Donc, un autre témoignage, là, je savais ce qui était en train de se passer, je savais que rien n'allait changer. Il faut évaluer ce dont on a besoin et comment on va passer au travers des choses. Je vais au marché et je prends le temps d'aller boire un café avec une amie. Il y a des gens qui perdent leurs amis en raison des circonstances, mais je sais combien j'aurai besoin de mes amis plus tard. Donc, c'est ça. Cette personne-là, pour elle, de garder ce contact-là avec ses amis, c'est important. Puis, évidemment, elle prévoit un peu que ses amis, avoir besoin de ses amis tout au long de sa vie. Donc, la résilience, donc dans toute cette situation, ce parcours de proche aidant-là, il n'y a pas de résolution de problème. Ça, une fois qu'on a compris ça, on va comprendre qu'il y a, par exemple, la résilience qui est là puis qu'on peut avoir accès. La résilience, en fait, c'est la qualité remarquable qui aide un individu à s'adapter positivement aux défis et aux changements de la vie et les pertes et la douleur vécues dans le soin d'une personne avec les troubles cognitifs. Il n'y a pas de solution. On travaille vers une tolérance de l'incertitude et l'ambiguïté que la condition crée. Il y a une auteure, Pauline Boss, qui a expliqué un peu plus en détail le processus de deuil blanc, mais elle disait que le travail de deuil, il ne peut vraiment pas se concentrer sur des solutions.
Donc, c'est sûr que je vous ai partagé des solutions d'avoir recours à votre entourage et tout ça, mais ça ne peut pas se concentrer uniquement sur ça. C'est vraiment plus la solution est dans réussir à nommer ce qui se passe, à comprendre ce qui se passe. Donc, c'est d'essayer de réussir à comprendre le stress, l'anxiété que ça peut vivre en augmentant la résilience. Puis comment on fait pour augmenter cette résilience-là? Bien évidemment, c'est en prenant soin de soi. Comme on a un peu nommé là, dans la conférence. On peut aussi se créer des rituels aussi pour nous par rapport à dans notre parcours. Que ce soit des moments où vraiment je prends soin de moi, je me laisse le temps de vivre cette peine-là. Donc, c'est aussi de se rappeler que notre culture est vraiment centrée sur les choses à corriger, guérir, gagner, résoudre. Mais vivre avec une perte, ça peut être décourageant parce que c'est un peu l'opposé de ça. Nous cherchons souvent des solutions dès que possible. Mais quand on se sent vraiment dans la recherche de solutions, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on doit mettre en place tout au long de la maladie. Mais quand on est constamment dans la recherche de solutions, ça peut être un signal qu'il faudrait un peu plus se recentrer sur ce qu'on vit puis pouvoir le nommer à quelque part. Normalement, on a une période de discussion, mais comment est-ce que vous prenez soin de vous-même pour renforcer cette résilience-là? Je peux vous entendre dans la période de questions, là, bien évidemment, mais avant, j'aimerais juste partager les ressources qu'il y a eu. Bien évidemment, ils sont en anglais, mais il y a des feuillets que Alzheimer Canada a préparés pour Ambiguous Loss, donc le deuil blanc, sont en français aussi. Pour les proches aidants, pour les personnes atteintes, donc c'est dans différentes perspectives, mais aussi pour les professionnels qui accompagnent ces familles-là. Donc, on a du temps pour une période de questions. Je vais arrêter de partager mon écran. Puis si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de les écouter et de vous répondre le mieux possible. Parfait, merci beaucoup, Maude. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions pour Maude? On peut attendre un moment. Ça peut être des partages aussi, des commentaires, si vous avez... Oui, bonjour. Vraiment, merci beaucoup pour cette initiative-là. Puis beaucoup d'amour aux gens qui sont autour parce que je pense qu'on traverse tous des choses très difficiles. Moi, je suis à cheval entre deux culpabilités parce que j'ai un père qui a 91 ans et qui a toute sa tête et ma mère qui a l'Alzheimer assez sévère et qui a été hospitalisée avant-hier. Pas pour toujours, mais parce qu'il cherche la cause de son évanouissement. Mais là, je suis comme culpable. Je me sens coupable de ne pas faire tout pour aller la voir, pour la rassurer. Mais en même temps, si je me mets à risque, parce que l'hôpital actuellement n'interdit pas les visites, sauf au tout début, quand ils aient le résultat du test de la COVID. Mais en même temps, si je me mets dans une situation où je m'expose à un risque, en plus probablement d'elle, mais que là, je ne suis plus disponible pour mon père, j'aimerais ça, si tu pouvais, je ne sais pas si c'est prévu, de parler davantage de comment on gère la culpabilité. Je pense qu'on l'éprouve tous. Je comprends très bien de vouloir garder du temps pour soi. Puis tout ce que je peux vous dire, c'est pour l'avoir vécu, là, trouvez-vous une chose que vous aimez faire dans la vie, puis faites-le. Accordez-vous X nombre d'heures par semaine pour la faire. C'est ce qui vous donne l'oxygène. C'est pour pouvoir supporter tout le restant qu'on passe en dessous de l'eau. C'est vraiment la bouffée d'air. Mais autrement, c'est ça. C'est juste la... C'est des stratégies pour gérer la culpabilité, je l'apprécie. Oui. La culpabilité, comme j'ai un peu parlé tantôt, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui va être... c'est vraiment un peu décourageant quand on dit ça, mais la culpabilité, elle accompagne les proches aidants en presque tout temps. Quand on réussit à la comprendre, mais ou du moins à la reconnaître que c'est une culpabilité, la culpabilité, c'est très, 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 très rare qu'elle est à la bonne place. Comme on disait, il y a comme
une partie de notre société qui est beaucoup dans le guérir, dans trouver des solutions, dans changer la situation pour le mieux. Mais la maladie neurodégénérative, c'est un petit peu le contraire de ça. Puis de ressentir cette impuissance-là du fait que ben, je ne peux pas régler la situation en ce moment. Là. Puis là, il y a encore plus d'autres éléments, là, comme la COVID, qui fait en sorte qu'on peut encore moins en faire. Puis évidemment, quand on regarde ça avec le recul, tu sais, de mettre ça sur ses épaules, cette impuissance-là de la maladie de la personne, mais aussi de la COVID, de tout ça, de mettre ça sur ses épaules et d'essayer de trouver une solution pour ça, c'est énorme de se demander ça. Donc, ça va être de trouver la façon dans laquelle nous, on est confortable d'aider la personne, tu sais, de se trouver des... que ce soit, tu sais, d'appeler plus souvent la personne, de prendre un temps pour voir avec quoi on est confortable, mais aussi de trouver la façon de replacer la culpabilité à la bonne place. Là, c'est une culpabilité que je vis, mais c'est beaucoup de la tristesse par rapport au fait que je vois la personne que j'aime être malade. Puis je voudrais pouvoir faire quelque chose. Ça, c'est souvent un peu la culpabilité qui accompagne les proches aidants beaucoup. Donc, quand on réussit à comprendre ça, bien, ça peut un peu atténuer l'intensité de cette culpabilité-là, puis de pouvoir la replacer au moment où elle revient plus fortement. Que je dirais. J'ai une question. Oui, allez-y. Alors donc, vous avez parlé tantôt de déni. Par exemple, là, ma mère souffre d'Alzheimer avancé. Dans la famille, un membre de la famille est en déni important, ce qui amène beaucoup de conflits. OK. Vous voulez dire que les gens sont en déni du fait qu'elle est atteinte ou elle-même? La personne la plus proche. Ma soeur, donc, très proche de sa mère, est en déni de la maladie. OK. Parce que je voulais juste mettre... des fois, on dit que la personne atteinte est en déni, là, mais mentionné, mais c'est pas possible là, d'être en déni de sa maladie. Bien, c'est possible dans certains points, mais c'est souvent par rapport aux symptômes de la maladie que la personne n'est pas en mesure d'avoir l'introspection nécessaire pour voir ses pertes et tout ça. Quand c'est les proches, ben, c'est sûr que ça peut le faire. Oui. Voilà, je vous écoute. C'est ça qui arrive en ligne. Quand c'est les proches qui sont en déni, donc j'imagine qu'ils diminuent les impacts de la maladie, les conséquences, qui ferment un peu les yeux par rapport à ça. Parfois, c'est parce que de les ouvrir, c'est un petit peu trop souffrant pour le moment. Des fois, ça prend un certain processus. Oui. Et moi, je suis le mandataire. Ouais. Alors, je reçois toute la colère de ma soeur qui est en déni. Oui, je comprends. Ça ajoute encore plus à votre rôle. Tout à fait. Ouais. Avez-vous des outils? C'est sûr que c'est propre à chaque dynamique, j'imagine. Ouais, mais comment pourrais-je m'en sortir, vous pensez? Oui. Ben, c'est sûr que la première chose qui me vient en tête, c'est quoi ne pas faire. Ça serait de confronter votre soeur par rapport à ça. D'essayer de lui ouvrir les yeux, là, d'essayer de lui montrer les points de façon un peu plus confrontante, je dirais non. Par exemple, vous pouvez peut-être plus nommer vos inquiétudes, puis j'imagine que vous l'avez déjà fait, là, mais puis des fois, ça va être vraiment de rencontrer un conseiller qui pourrait vous aider à regarder la situation globale, puis peut-être plus les réactions de votre sœur qui manque un peu d'éléments en ce moment pour répondre le mieux possible. Mais de nommer vos inquiétudes à vous. Tu sais, parfois, on va vraiment plus essayer d'expliquer, bien là, tu vois-tu, elle fait telle chose, elle fait telle chose, elle fait telle chose. Puis là, ça, c'est très difficile d'entendre ça, de voir ça quand on est dans un stade de déni. Donc, ce qu'on va essayer peut-être plus de proposer, c'est là, je suis inquiet parce que j'observe ça, parce que je vois ça, parce que des fois, ça peut plus passer parce qu'il y a comme un médium de plus. Là. Ça passe par rapport à vous. Puis peut-être que votre sœur accepterait de vous aider à diminuer votre inquiétude parce que ça ne passe pas nécessairement par rapport à la maladie de votre mère, mais plus par rapport à votre inquiétude à vous. Je pourrais proposer ça, mais je comprends que la période de déni est longue pour certaines personnes, peut être vraiment différente pour certaines personnes. Fait que j'inviterais peut-être à faire justement une rencontre avec un conseiller pour vraiment regarder la situation plus en détail. Là. Ouais. OK, merci. Ça me fait plaisir. Vous avez d'autres questions?
Non. Ben, je vous remercie pour votre présence. J'espère que ça a été aidant. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions comme Kathleen a mentionné, de lui envoyer. Puis s'il y a des questions qui viennent plus tard aussi, là, ça va me faire plaisir d'y répondre ou de vous rediriger là, aux bonnes ressources si jamais. Oui, parfait. Bon. Merci beaucoup, Maud, et merci à tout le monde qui est venu aujourd'hui. On a mis les liens dans la boîte discussion pour le Eventbrite, le YouTube et un bref sondage. On aimerait entendre ce que vous avez pensé de cet événement. Et je vous souhaite tout le monde une bonne journée. Merci beaucoup. Merci Bye beaucoup. bye à tout le monde. Bye bye.